Alors, je vais donc commencer par cette notion de rétablissement, et vous verrez pourquoi, à mon avis, c'est en partant de cette idée et de cette perspective qu'un rétablissement est possible pour toute personne qui présente des troubles psychiatriques. Si cette possibilité est effective, alors ça ouvre un certain nombre de perspectives, notamment sur la pertinence de l'emploi, qui va être un des leviers, un des facteurs importants contribuant à ce processus de rétablissement. Donc c'est important de revenir à cette question. Il y a plusieurs façons de l'introduire. Je vais souvent, juste du fait de mon positionnement en tant que clinicien au départ, je pars du contexte médical, mais on pourrait partir d'autres contextes. Enfin, dans le champ médical, effectivement, ça ouvre une perspective un peu différente. Et en effet, cette perspective s'inscrit dans un déplacement des préoccupations dans le champ de la médecine qui, concernant les maladies chroniques, ne sont plus seulement focalisées sur la maladie et les manières de la traiter ou d'optimiser son évolution, mais font également attention aux conséquences fonctionnelles de la maladie sur la vie de la personne, sur sa vie quotidienne, son activité, notamment professionnelle. Le présupposé médical traditionnel, c'est que le devenir de la personne est conditionné par l'évolution de la maladie. Si les traitements fonctionnent, que les symptômes sont atténués, eh bien la personne va aller mieux, tout va s'arranger. Cette idée est vraie pour les maladies aiguës, elle est fausse en général pour les maladies chroniques, même pour le cancer. Quand quelqu'un a arrêté de travailler longtemps, a subi plusieurs interventions, une radiothérapie, une chimiothérapie, il a perdu ses activités, il a perdu en partie son réseau relationnel. Et il y a tout un travail de sa vie après, n'est pas, même s'il est en rémission ou même guéri de son cancer, il y a tout un travail de reconstruction de la personne qui est à opérer. Et donc, il faut admettre, et c'est encore plus vrai en psychiatrie, que le devenir de la personne n'est pas conditionné seulement par l'évolution de la maladie. Donc il y a deux conséquences. Bien, il faut s'occuper de ces deux dimensions, c'est la première conséquence. Il faut continuer de faire des soins médicaux et d'optimiser l'évolution de la maladie avec des bons traitements, réduire les troubles. Mais il faut aussi s'occuper du devenir de la personne, et ça s'appuie sur d'autres facteurs, d'autres déterminants, c'est un peu une autre activité. Et le but de viser, quand on s'occupe du devenir de la personne, c'est le rétablissement. C'est pas la rémission ou la guérison. Mais on peut tirer une conséquence plus radicale et se dire, c'est ce que font les mouvements méditants, en disant, mais ces deux dimensions, il y en a une qui est peut-être finalement prioritaire. Ce qui est prioritaire, c'est le devenir de la personne. C'est ça qu'il faut mettre au premier plan. Et l'approche, on pourrait dire, radicale du rétablissement constitue en effet un nouveau paradigme dans le champ de la santé mentale, puisqu'elle décide de rendre prioritaire le devenir de la personne. S'occuper de la maladie, réduire les troubles, c'est souhaitable, mais c'est pas suffisant. Et c'est même pas complètement nécessaire, c'est pas forcément grave qu'il y ait des symptômes résiduels, que la personne continue d'entendre des voix, si elle a une activité, si elle est insérée socialement, si elle a une vie sociale, etc. Donc on passe d'une question qui était prioritairement médicale à une question qui est désormais existentielle. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie avec cette maladie chronique ? Et en effet, pour répondre à cette question, les déterminants ne sont pas seulement médicaux, comme je l'ai dit, mais vont dépendre de l'environnement, mais évidemment aussi fondamentalement de la personne et du regard qu'elle a sur sa situation de handicap. Cette perspective de rétablissement, cet espoir, et ensuite ce parcours pour ce travail de reconstruction identitaire, son point de départ, c'est un changement de regard sur la situation du handicap. Et alors, ça c'est bien formulé, je vais revenir tout à l'heure, par des personnes qui ont contribué à développer la réflexion sur ce paradigme du rétablissement, qui ont les personnes qui ont cette expérience et qui ont analysé leur propre parcours dans la maladie, puis ensuite leur processus de rétablissement. Le point de départ, c'est d'abord de croire que cette perspective est possible, et les personnes qui ont connu la maladie,
psychiatrique et ensuite des parcours de rétablissement. Cette approche s'est principalement développée aux États-Unis depuis une bonne trentaine d'années. Dans leurs témoignages, dans leurs recherches, cherchant à comprendre ce qui les a aidés, quels ont été les facteurs d'appui de leur parcours, on retrouve il y a des variantes, bien sûr, c'est des aventures singulières, mais il y a des facteurs communs et presque pour tous, il y a ce moment où ils retrouvent l'espoir, qui est l'espoir que leur vie, en dépit d'une maladie chronique, n'est pas pour autant fichue, qui vont pouvoir néanmoins, certes certaines choses ne sont plus possibles, mais qui vont pouvoir néanmoins parvenir à des accomplissements satisfaisants. Par exemple, cette femme, Patricia Digan, qui est quelqu'un qui a beaucoup contribué à réfléchir sur ce processus, présente les choses de la façon suivante. Et une des citations souvent reprises, je vous la lis. Le rétablissement, dit-elle, c'est une attitude, une façon d'aborder la journée et les difficultés qu'on y rencontre. Cela signifie que je sais que j'ai certaines limitations, qu'il y a des choses que je ne peux pas faire, mais plutôt que de laisser ces limites être une occasion de désespoir, une raison de laisser tomber, ce qui était sa tendance pendant tout un temps, elle dit « J'ai appris qu'en sachant ce que je ne peux pas faire, je m'ouvre aussi aux possibilités liées à tout ce que je peux faire. » Cette démarche de rétablissement, elle a pour condition, donc, puisque c'est à la personne de définir son projet, une exigence, mais qui est aussi un devoir assez élevé, enfin c'est une exigence élevée, d'autodétermination de ses choix de vie et des moyens de les atteindre. Et cette exigence, elle s'impose à la personne, si je puis dire, c'est à elle de trouver sa réponse, d'inventer sa réponse, mais évidemment elle s'impose à l'entourage, aux proches et aux professionnels qui doivent soutenir cette autodétermination, l'accompagner. Et alors, une des questions qu'on peut poser, tout ça c'est un peu idéaliste, est-ce qu'en santé mentale, quand les personnes ont des troubles qui peuvent leur donner un rapport à la réalité altéré, est-ce que ce principe d'autodétermination peut être respecté complètement? Alors, la réponse qu'on peut faire, c'est que c'est le principe de la démarche de rétablissement. Mais comme souvent dans la réflexion éthique, eh bien on doit tenir compte de principes qui sont en tension ou même qui peuvent être contradictoires. Et évidemment, on est confronté, en tant que soignant, en tant que proche, parfois à arbitrer entre des valeurs et des principes contradictoires. D'un côté, ce principe d'autodétermination qu'il faut promouvoir, et d'un autre, le principe de protection, ne pas laisser prendre des risques inconsidérés, ne pas laisser quelqu'un s'exposer à de grands dangers. Mais cette pondération relève de la délibération éthique. Et donc ces pratiques d'accompagnement auxquelles vous êtes confrontés en tant que proche, auxquelles nous sommes confrontés en tant que professionnels, finalement, au quotidien, on a ce genre d'arbitrage fin à mener, et j'allais dire au quotidien, parce qu'en effet, selon les jours, c'est pas exactement au même endroit qu'il va falloir placer le curseur entre ces exigences divergentes. Venons-en à ce lien entre rétablissement et travail. Il y a un consensus, et je vais donner un certain nombre d'arguments, pour reconnaître que le fait d'avoir un travail, quel qu'il soit, mais c'est encore mieux si c'est un travail, justement, dans un contexte inclusif, un travail en milieu ordinaire, plus dans la société comme tout le monde. Enfin, déjà, le travail protégé a aussi ses vertus, va contribuer, pour tout un tas de raisons, au rétablissement. Mais si j'ai choisi de prendre le temps d'expliquer cette idée de rétablissement, c'est parce que je pense que c'est encore plus intéressant de partir de l'idée que le rétablissement est possible pour tous les patients qui ont des troubles psychiatriques. Non seulement il est possible, mais il est souhaitable et on peut en faire une priorité. En tout cas, c'est ce que cherche à promouvoir cette approche. C'est ça qu'il faut prioriser. Et dès lors, si ça c'est la priorité, le travail devient en tant que vecteur du processus, support du processus de rétablissement, que facteur majeur du rétablissement, devient une priorité. Pas une obligation, encore une fois, c'est à la personne de choisir. Elle
peut aussi décider de vivre autrement avec ce à quoi elle a droit au titre du handicap, avec sa pension. Donc c'est pas du tout une obligation. Ça, là encore, il faut se garder de devenir prescriptif. Mais en revanche, si la personne le souhaite, c'est un facteur majeur. Alors, dans cette diapositive, j'affirme que l'emploi, le rétablissement est possible pour la majorité, mais l'emploi aussi est possible, et ça c'est une affirmation étayée empiriquement. Il y a un assez grand nombre de recherches qui montrent que avec les bonnes pratiques d'accompagnement, plus de 50% des personnes peuvent accéder à l'emploi en milieu ordinaire, des personnes ayant des troubles psychiques éventuellement sévères, sans sélection au départ. Donc on peut affirmer, et c'est pas, jusqu'à présent c'était loin d'être évident, que l'emploi est accessible pour la majorité des personnes. Alors il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent l'expliquer, des progrès thérapeutiques, justement, des meilleures méthodes d'accompagnement, des interventions spécifiques pour limiter les conséquences du handicap, comme la remédiation cognitive, enfin, un certain nombre de pratiques. Mais c'est surtout les méthodes d'accompagnement en situation qui vont permettre ces progrès. Alors, le travail, c'est reconnu par les personnes qui sont en emploi, qui sont en général assez satisfaits de leur situation, les personnes qui ont une situation de handicap, mais apportent pas seulement des revenus, apportent tout un tas de bénéfices autres que le fait de progresser dans sa carrière. D'abord, tout simplement, ça structure le temps et les journées, et en plus d'une façon conforme aux rythmes sociaux, ce qui donne le sentiment de vivre comme tout le monde, d'aller travailler comme tout le monde. Ça donne des opportunités de contacts sociaux pour sortir d'un isolement dont certains patients souffrent plus que de leur maladie. Comme ça a été évoqué, il est aujourd'hui connu que le travail, c'est un des lieux où le sujet peut obtenir de la reconnaissance, la reconnaissance sociale pour ses compétences, et c'est particulièrement important pour les personnes qui ont des troubles psychiatriques, puisque ça va restaurer l'estime de soi, qui est fondée sur cette reconnaissance par autrui, et ils sont reconnus comme des professionnels, ce qui va les aider à sortir de leur identité de malades mentaux pour construire cette identité de professionnels compétents. Ça restaure le sentiment d'efficacité, et ça aussi c'est quelque chose qui est souvent très altéré chez les personnes qui ont peu d'activité, parce qu'au fond ils savent plus ce qu'ils peuvent faire, parce qu'ils n'ont pas l'occasion de l'exercer. Et donc d'être en situation de faire face à des contraintes, d'accomplir un certain nombre de tâches, ils retrouvent confiance, ils retrouvent le sentiment qu'un certain nombre de tâches dont ils pouvaient douter pouvoir les accomplir, en réalité, ils en sont tout à fait capables. Donc c'est ces bénéfices qui sont apportés par le travail. L'autre argument pour promouvoir le travail, c'est que la majorité des personnes en situation de handicap psychique souhaitent travailler, et quand elles le souhaitent pas, il y a deux principales raisons. Soit ils ont intériorisé des préjugés selon lesquels, avec leur maladie, ils ont peu de chances d'y arriver, ou ils ne pourront pas y arriver. C'est des préjugés, puisqu'on peut montrer qu'avec des bonnes pratiques d'accompagnement, la majorité peuvent travailler. Mais certains doutent par ce processus dit d'auto-stigmatisation, ils ont intériorisé ces préjugés, ou alors effectivement ils doutent de leur capacité, etc. Il faut qu'ils puissent les rééprouver. Puis il y a une deuxième raison qui est encore plus rationnelle, c'est bien sûr que quand on a une pension, le fait de retrouver un travail en milieu ordinaire, c'est une prise de risque, c'est une forme ça augmente la précarité parce qu'on n'est pas sûr de le garder, la pension s'arrête, et donc il y a une certaine prise de risque qu'il faut accompagner, sécuriser le parcours, d'où ce modèle alternatif, dit de l'emploi accompagné, qui propose au fond de renverser l'approche traditionnelle. L'approche traditionnelle, c'était d'évaluer les compétences de la personne et ensuite de la réentraîner, de la former, de la tester, etc. Ce qui prend du temps. Et une fois que tout ça a été en place, elle accède à l'emploi et là, le soutien s'interrompt. Donc le renversement du modèle, c'est de dire on saute toutes ces étapes préparatoires qui sont longues et qui ne garantissent pas forcément le succès, et par contre on développe
l'accompagnement en aval de l'insertion, enfin, on aide à l'insertion, à l'accès à l'emploi, qui doit être le plus rapide possible, mais le soutien va ensuite être maintenu et même déployé après l'accès à l'emploi. C'est ça l'idée de l'emploi accompagné, et le succès de ce modèle vient de son efficacité. De très nombreuses études, je vais les montrer très rapidement, démontrent que cette approche permet un taux d'accès à l'emploi, et on va avec un assez bon maintien en emploi, systématiquement au moins le double du taux d'accès lié aux méthodes traditionnelles. Aujourd'hui, on en parle en France, et il est heureux que les pouvoirs publics, grâce à, comme il a été évoqué, la loi El Khomri cherche à promouvoir cette approche nouvelle. Il faut avoir conscience que ce modèle est déjà bien éprouvé et fait preuve de son efficacité. Non seulement sur le taux d'accès à l'emploi, mais vous voyez, sur le délai d'accès à l'emploi, sur le nombre d'heures travaillées, sur la qualité des emplois obtenus. Vous serez frappé de voir que les principes qui sont évoqués sont que des principes éthiques, liés à l'inclusion sociale, etc. Ils sont assez peu soucieux des résultats, enfin de l'efficacité. Mais ce qui est frappant, c'est de voir que cette méthode qui se base sur des principes éthiques, aujourd'hui, elle doit sa notoriété au fait qu'elle s'avère la plus efficace. Alors, ces principes du modèle IPS, le premier est très surprenant. Enfin, l'ordre change un petit peu, peu importe, mais il y a ce principe qui est surprenant. En anglais, ils disent « zero exclusion », pas de sélection, pas d'exclusion. On prend tout le monde, à condition qu'ils veuillent travailler demain, parce que là, on cherche un emploi tout de suite. C'est le seul critère. Même quelqu'un qui va mal, en principe, a le droit d'essayer. Il n'a pas forcément les mêmes chances de réussir, mais il a le droit d'essayer. Alors, vous imaginez que ce principe n'est pas forcément évident à respecter à 100%, et c'est quand même ça l'idée. Et là, on a bien un principe éthique assez exigeant. Ensuite, ce qui est visé, c'est un emploi en milieu ordinaire, hein, c'est pas en milieu protégé. La recherche d'emploi débute rapidement. En moyenne, c'est dans le mois qui suit le début d'entrée dans le dispositif. Après, il y en a qui prennent un peu plus de temps. Certains font des petites activités quand même de réentraînement. Tout ça n'est pas très important. Enfin, il y a une certaine liberté. Ça peut même être intéressant qu'il y ait une diversité dans les pratiques. Ce qui est important, c'est de mesurer... c'est qu'il y ait cette liberté dans la mise en œuvre. En revanche, c'est de mesurer l'efficacité, les résultats de cette pratique. Et ils sont bien connus. Enfin, chaque fois qu'ils sont mesurés, on a des taux qui seront autour de 50%. En moyenne 50%, certains font un peu mieux, d'autres un petit peu moins bien. Et je dirais deux mots des critères d'évaluation. Le conseiller en emploi, c'est pas un soignant, c'est pas un infirmier, c'est quelqu'un qui connaît le monde de l'entreprise, parce qu'il a un double rôle, idéalement, c'est d'accompagner la personne, mais c'est aussi d'accompagner l'entreprise, de négocier avec l'employeur, avec le supérieur immédiat, l'aménagement du poste. Et donc, comme c'est pas un soignant, et que le handicap psychique est un handicap instable, c'est important, c'est souligné par toutes les études, que ce professionnel ait une relation étroite avec l'équipe soignante. C'est pas lui qui est compétent dès qu'il y a des difficultés, mais du coup il faut qu'il y ait une réactivité importante de l'équipe soignante. Bien sûr, il tient compte des préférences de la personne qui l'accompagne sur le type d'activité. En principe, le soutien, il est proposé sans limitation dans la durée. Là encore, la mise en œuvre n'est pas forcément évidente. Les financements ne permettent pas forcément de garantir, mais c'est ça l'esprit de la personne et l'employeur peuvent compter sur un accompagnement pérenne. Les conseils en matière de prestations sociales, ça fait référence à ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur la prise de risque du retour à l'emploi. La pension va s'arrêter si on travaille à plein temps, pas si on travaille à mi-temps. Et donc évidemment, si on perd son emploi au bout de quelques semaines, ça précarise la situation. Et du coup, il est important de bien prévenir la personne de cette situation et si effectivement les choses ne se passaient pas bien, de l'accompagner pour qu'elle puisse récupérer ses droits sociaux. Et le dernier point, il a été rajouté après, un facteur de succès, c'est justement
ce travail qui a lieu d'une part avec la personne accompagnée pour l'aider à comprendre les attentes de l'entreprise et s'y ajuster, mais d'autre part un travail avec l'employeur pour aider l'employeur à aussi trouver des aménagements de poste qui vont permettre le maintien en emploi. Et alors, il y a pas mal de travaux qui sont en train de se développer sur quels sont les aménagements de poste pertinents pour le handicap psychique. Il y a deux facteurs qui se dégagent comme très importants. C'est le soutien humain, alors par le conseiller, mais aussi par l'environnement de travail. Il peut y avoir c'est important qu'il y ait un collectif qui soutienne le projet de l'inclusion de cette personne. Et puis les aménagements d'horaires. Certaines personnes ne peuvent pas travailler tôt le matin du fait des effets du traitement, donc c'est important de pouvoir aménager les horaires. Certaines personnes peuvent pas, ont un état qui, dans certaines périodes, va requérir des temps de travail moindres, des temps de travail partiels, qu'il va falloir pouvoir ajuster. Et là encore, le conseiller en emploi peut être précieux pour la négociation de ces ajustements si l'employeur est d'accord pour... c'est la condition pour le maintien en emploi. S'il n'y a pas cette souplesse, malheureusement, dans les phases de fragilité, le risque c'est de perdre l'emploi. Voilà, c'est l'essentiel de... Merci beaucoup, je pense qu'il y aura des questions.